C'est juste. Merci. Merci tout le monde de rester pour ce moment d'échange avec l'équipe des films. Peut-être que moi j'aurais voulu commencer avec le titre qui est quand même quelque chose d'assez notable sur ce film. Comment c'est venu? Tu avais d'abord ton titre et ton scénario à dérouler. Comment c'est venu? J'ai d'abord eu l'idée simplement d'une vampire humaniste trop sensible pour tuer. Et je me suis dit, à la base, l'idée c'était qu'elle écrive des petites annonces sur Craigslist. Puis sur ces petites annonces-là, il était écrit vampire humaniste suicidaire consentant. Et j'ai approché mon amie Christine Voyant, qui est une excellente scénariste et avec qui on a un sens d'humour commun. Et je lui ai demandé, est-ce que ça tente de l'écrire avec moi? Mais j'ai pas de titre. Puis là, elle m'a dit, écoute, il est là ton titre, c'est ça le titre, c'est ça notre titre. Donc, le titre est né après l'idée, mais avant le scénario. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à parler un peu de notre premier long-métrage sur ce titre-là, puis on voyait toujours la banane dans le visage des gens quand on nommait le titre, donc on s'est dit, ouais, il y a quelque chose là, mais ce qu'on aimait surtout, c'est que ça donnait le ton tout de suite du film, donc, et ça sortait aussi notre film du lot, même si on n'arrive pas à s'en souvenir comme ça. Je sais qu'il est long et difficile à retenir, mais il marque. Ouais. Et il n'a jamais refroidi, je sais pas, des financiers, parce qu'avoir écrit suicidaire dans un titre de film en énorme sur une affiche, c'est assez rare quand même dans le cinéma. Effectivement, ça a été une discussion avec les distributeurs québécois qui est abordée, mais rapidement, on s'est dit, on va juste se préparer pour parler du sujet du suicide si on se fait challenger en entrevue. Mais après, c'est un film qui aborde ce sujet-là, donc on se disait, il y a un trigger warning aussi dans le titre, puis il y a quelque chose de plutôt léger, une proposition singulière, donc on s'est dit, non, c'est sûr qu'on garde ce titre-là. Et est-ce que toi, tous les deux, vous avez une vraie appétence des films de vampires et vous voulez en faire un à votre sauce? Ou est-ce que c'est un genre qui s'imposait parce qu'il parle bien de l'adolescence? Je vais te laisser répondre. J'ai des choses à dire, mais toi... Mais en toute réalité, moi, les films de vampires, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, c'est vraiment l'enthousiasme de travailler avec Ariane. Et aussi la comédie. On m'a cherché pour la comédie parce que je fais de la comédie. Mais sinon, le film de genre, c'est quelque chose que je regarde toujours avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. C'est pas la première chose vers laquelle je vais, mais la comédie dramatique, c'est là toujours où je vais. J'ai de la misère à faire juste du drame parce que c'est un peu cliché de le dire, mais c'est vrai que la vie est très à la fois drôle et à la fois triste. Donc, ce ton-là, prendre des sujets plus obscurs, moi, c'était plus ce qui m'intéressait. Mais l'idée de travailler cette figure énigmatique, ouais, ça faisait partie du tout. Pour ma part, c'est sûr que j'ai toujours eu une attirance pour les êtres marginaux, puis que ce soit vampire ou pas vampire. C'est pas le film de vampire en tant que tel qui m'intéressait. Il y a des films de vampires qui sont venus vraiment chercher, mais au-delà de ça, c'est plus le terrain de jeu que ça nous permettait d'aller parler de sujets profondément humains. Je trouve que c'était plutôt un prétexte plutôt ludique d'aborder l'adolescence. Donc, c'est ça. Mais mon premier court-métrage, j'aime bien dire que c'était pas du tout un film de vampire, mais j'ai fait regarder des films de vampires à l'actrice principale parce que j'avais envie de la diriger comme une vampire. Donc, il y a quelque chose de très attirant dans le vampire, mais en même temps dangereux. Donc, cette espèce de
dichotomie-là, je trouve que c'est riche pour parler de nos contradictions. Ouais, puis il y a quelque chose, comme j'ai déjà dit, puis c'est vrai, mais il y a quelque chose qui permet de sortir de la morale, dans le fond. Il y a quelque chose qui fait que la figure du vampire permet de. On aborde quand même des sujets, la charge mentale, la solitude, l'intimidation, le suicide assisté, mais ça te permet d'avoir un petit edge qui sort de l'idée d'être moralisateur, qui sort de l'idée d'être. Ouais, c'est un peu prêtre et professeur d'école, donc ouais, cette figure-là, rapidement, moi, j'ai vu quelque chose de positif. Comme tu dis, l'expression un beau terrain de jeu, c'était ça. Ouais. Mais alors dans le cinéma québécois, je sais pas, mais dans le cinéma français, le genre et le fantastique, j'ai des tonnes d'exemples récents, de plus en plus j'ai l'impression, ça sert hyper bien le propos de l'adolescence, de l'enfance et tout, c'est toujours un bon moyen, je trouve, d'évoquer ces sujets-là. Oui, puis ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que souvent, les figures de vampires, on les voit comme, tu sais, c'est des êtres très charnels, puis très sexuels aussi, puis il y a quelque chose de très, c'est ça, hyper sexualisé. Puis moi, je trouvais ça intéressant de voir une vampire qui était plus dans le mal dans sa peau, puis je trouvais ça intéressant de me dire qu'on représente la première fois, mais avec une vampire, puis qui est tout le contraire finalement de ce qu'on a l'habitude de voir chez les vampires, puis parce qu'on va se dire, les premières fois, c'est pas, ça se passe pas comme au cinéma, donc je trouvais ça intéressant de jouer avec les malaises des premières fois avec une vampire. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la Mostra de Venise, où vous étiez en septembre, vous n'étiez pas le seul film de vampire. Il y avait aussi celui de Pablo Larraine, et il y avait peut-être d'autres d'ailleurs, je sais pas. Il y avait 4 films de vampire. Il y a vraiment un renouveau et la figure du vampire. Et alors j'ai une question peut-être plus pour vous quatre là. Je fais le constat ces derniers temps, mais peut-être que ça date d'il y a beaucoup plus longtemps, je ne sais pas, que vraiment le cinéma québécois est hyper bon dans les teen movies et très fort pour parler de l'adolescence. J'avais discuté de ça avec Monia Chokri qui avait dit c'est vrai qu'au Québec on parle de deux choses au cinéma, c'est la famille et l'adolescence. Elle n'avait pas forcément d'explication à ça, mais je ne sais pas, peut-être que vous en avez. Avez-vous une explication à ça? Non. Ben, moi non plus. Toi, oui? J'ai pas d'explication, mais c'est vrai que c'est quand même, je sais pas pour vous, peut-être que vous pouvez l'intercéder, mais c'est vrai que c'est des époques marquantes quand même où on quitte un peu le nid familial et on part, on se réunit avec nos amis, puis il y a quand même un concept aussi au Québec où on vit en banlieue, donc on est très avec nos amis dans les parcs, puis on est des jeunes cinéastes, donc je pense que c'est vraiment l'âge qui fait en sorte qu'on regarde avec une certaine nostalgie, c'est bizarre, parce qu'on est jeunes, on a 35 ans, mais je pense qu'il y a quelque chose dans la nostalgie de notre adolescence qu'on aime retrouver, qui nous rappelle des bons sentiments, des belles émotions. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans le courant, l'amitié. Les témoins à travers l'amitié qu'on a eue, je pense. Puis il y a aussi, s'il y a bien un concept ou un thème qui relie la majorité des films québécois entre eux, c'est l'identité, parce qu'il y a quand même ça qui revient beaucoup dans la culture, puis dans l'histoire du Québec, qui on est, d'où on vient. Mais la famille, la jeunesse, c'est sûr que ça vient toucher directement à ces thèmes-là. J'imagine que peut-être que ça explique aussi. C'est vraiment, j'aime dire que l'adolescence est tellement une période intense qu'on a tous notre adolescent intérieur qui n'est pas très loin. Le chemin, peu importe quel âge on a, c'est quand même facile, je crois, en tout cas pour moi, de me ramener à ce que j'ai vécu à l'adolescence, puis de pouvoir m'identifier à ces personnages-là. Après, ça, je pense que c'est plus universel que québécois. Oui, puis il y a quelque chose quand on a fait des documents de présentation, parce qu'au Québec, les financements passent par le gouvernement, donc il faut bien vendre notre salade pour avoir. Il
Puis on disait beaucoup que l'adolescence est un moment crucial où tu prends de mauvaises décisions et c'est intéressant d'y plonger. Mais c'est vrai, puis je pense que Sarah et Paul sont un bon exemple Sacha et Paul sont un bon exemple de mauvaises décisions qu'on peut prendre à l'adolescence, mais avec un beau destin. Oui, en fait, ouais, je pense. C'est une bonne décision de tuer son explorateur. Je trouve qu'ils prennent de très bonnes décisions. Oui, mais ouais, c'est appréciable. Bon, c'est discutable. Et justement, si on parle des coming of age, des teen movies, là c'en est un très beau avec non pas un personnage qui grandit devant la caméra, mais deux personnages qui évoluent ensemble. Quels étaient les clichés, enfin je ne veux pas être négatif sur les clichés, mais les codes ou les canons des teen movies que vous n'aviez pas envie de reproduire, vous, dans votre film? On n'avait pas envie de reproduire. Ben, tout à l'heure, j'ai parlé de la première fois. On n'avait pas envie de faire nécessairement donner la relation de Paul et Sacha vers quelque chose de très. Un désir charnel, un désir physique. Puis on avait plutôt envie de les présenter comme des personnages qui se trouvent, mais que c'est au-delà de ça. Puis. Mais sinon, les clichés de l'adolescence, ben je sais pas. Dans quoi on ne voulait pas tomber, Christine? Il n'y a pas de joueur de football. Il n'y a pas de joueur de football. Mais mettons le bon bully qui met du fromage dans les souliers. On s'en sort pas, hein, finalement, au lycée / secondaire pour nous au Québec. Il y a quand même ces dynamiques-là qui se reproduisent, donc on a quand même embrassé un peu certains stéréotypes, mais on voulait tout le temps donner un petit côté extra à nos personnages. Par exemple, le prof de gym colérique, on s'est dit, ben, nous, dans notre imaginaire, il tricotait des pantoufles pour évacuer sa colère. Et donc, la directrice qui est très carrée, on se disait, ben, moi je pense qu'au fond d'elle, elle est juste extrêmement nerveuse parce qu'elle ne sait pas comment vivre avec la société qui évolue, puis elle est juste tout le temps sur ses gardes. Donc, il y avait tout le temps une petite vulnérabilité dans chacun de nos personnages. Puis, même ceux qui sont quand même clichés, même si peut-être qu'on n'a pas tout perçu ça, mais pour nous, il y avait un petit peu plus de chair dans ces personnages-là qui peuvent paraître plus codifiés, film ado. Moi, il m'a beaucoup fait penser à un autre film, je dis pas ça parce que c'est aussi un film québécois, mais il m'a quand même pas mal fait penser à Falcon Lake de Charlotte Lebon, dans lequel Sarah tient aussi le rôle principal. Bah, ce côté avec un mec un peu plus effacé, tu vois, qui évolue quand même au contact. Alors, dans le film de Charles Lebon, elle est plus âgée, là c'est pas le cas, mais moi j'ai trouvé un peu de similitude même dans le personnage masculin, je trouve. Tu l'avais pas du tout vu comme ça sur le scénario? Non, je n'avais pas remarqué cette ressemblance, mais en même temps, je viens de dire qu'elle est plus âgée dans Falcon Lake, mais pas dans Vampire, mais dans Vampire, elle a quand même 68 ans, donc ça me Bien vu. Des similitudes finalement, comment ça s'appelle? Mais non, je n'avais pas remarqué. Pour moi, c'est vraiment une image. Mais c'est vrai que oui, c'est une relation de duo entre ces deux personnes, mais non, vraiment, je sais pas. Mais Ariane, il me semble parce qu'on a eu plusieurs répétitions en amont, avant le tournage. Puis je me souviens, il y a une répétition, on est arrivé dans le local, Ariane est venue, puis tu étais comme hey Sarah, j'ai vu Falcon Lake, on dirait qu'il y a comme quelque chose entre Falcon Lake, je sais pas si tu veux. Merci. Je me rappelle pas de ce moment-là. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que Sarah, dans Falcon Lake, il y avait. Elle un peu une figure de sorcière, mettons. Il y a aussi beaucoup de gens. Et
il y a quelque chose de très... moi, ce que j'ai aimé de ton jeu, c'est qu'il y a quelque chose d'hyper mystérieux et décontracté, mais à la fois très, très touchant, sans que tu aies à faire grand-chose. Et je te lance des fleurs comme ça, prends-les. Mais je me disais, c'est possible que cette jeune femme ait 68 ans, au fond. Super. Non, mais c'est un compliment quand même. Non, t'as pas l'air du tout d'avoir 68 ans. C'est pas ça que je veux dire. Mais, tu sais, en essayant de trouver une actrice qui pouvait interpréter Sacha, une vampire qui a 68 ans dans un corps bon, 16 ans, c'est pas ton âge, mais logiquement, disons. C'est difficile quand même de trouver ça, ce petit je ne sais quoi, cette profondeur-là. Puis je l'avais retrouvée dans Fontenay, je l'avais retrouvée dans Maria Chapdelaine aussi. Et j'avais vu un shooting photo aussi avec toi, avec un petit toupette. J'ai aimé, c'est vrai. Puis je me suis dit, avec un toupette, une frange. On t'a jamais vu comme ça, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu enfantin, mais aussi un peu vieillot. Pas vieillot. Je dis pas ça, là. En tout cas, bref, je t'avais trouvé bien merveilleuse. T'avais vu plein de collègues avant de la caster? Oui. Mais c'est drôle parce qu'on est allé prendre un verre après que tu aies eu le rôle, puis tu m'as dit, il me semble qu'on m'a jamais vu avec le toupette, puis c'est toi qui as proposé de couper le toupette, puis je me suis dit, j'allais te le proposer. On m'a invité pour la frange. Et moi, j'aime beaucoup aussi le personnage de ton personnage à toi, le personnage de Paul, parce qu'en fait, il est suicidaire, mais il semble pas être dépressif. Je veux dire, il a vraiment un truc où il semble attiré par la mort, ça a l'air d'être mieux que la vie, mais il fonctionne pas forcément comme quelqu'un de dépressif. Enfin, je sais pas s'il y a que moi qui ai cette perception, ou toi, comment tu l'as perçu ce personnage? En fait, toute cette idée-là, ça venait d'une phrase que Ariane m'a dit en répétition, en audition, c'est que c'est pas vraiment suicidaire, il est plus tellement perdu dans sa vie, il est capable de trouver une réponse à sa vie qui préfère trouver une réponse à sa mort. Donc c'est vraiment dans cette idée-là d'un jeune perdu qui n'a pas ses repères dans sa vie, qui finit par trouver quelqu'un qui se dit mon Dieu, je sens quelque chose, et décide d'aller vers là. Et d'ailleurs, c'est un truc assez particulier, ça, c'est en fait dans une de nos représentations, un Q&A, un débat. Il y a un monsieur qui est venu me voir après la projection, qui m'a montré ses manches, puis il y avait des marques, des cicatrices. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de. Il m'a regardé et il m'a dit, je te montre pas ça pour te mettre en l'aise, c'est ça, juste que tu saches à quel point ce que j'ai vu, ça m'a touché. Puis, je sais pas, on dirait que j'y repense des fois, puis quand tu fais un rôle comme ça, où est-ce qu'il est dans la comédie, dans le drame, tu peux intellectualiser, ok, bon, pourquoi il est mourir, puis t'en oublies le propos derrière. D'avoir quelqu'un qui vient te voir, te dire comment lui s'est senti par rapport à son vécu, c'est assez. Voilà. Ça prouve que vous avez quand même réussi à parler de ce sujet-là avec pertinence, parce que le sujet du suicide dans les teen movies, on l'a vu, traité par un prisme un peu comédie. Par contre, moi je crois que j'ai pas d'autres exemples en tête en fait. Est-ce que ça a été la chose la plus difficile à écrire dans le scénario, cet aspect-là? Je sens que tu as quelque chose à dire. On s'est posé des questions par rapport à ça parce que c'est certain que
que c'est un sujet hyper tabou, mais on se disait toujours que c'est de ne pas parler d'un sujet, des fois ça fait plus mal aussi. Donc c'était l'idée d'ouvrir un dialogue sans nécessairement apporter de réponse, ou c'est un sujet extrêmement complexe, mais ça amène juste un espace de dialogue. Et on est vraiment allé avec notre sensibilité, notre instinct, et à un certain moment, il y a eu une lecture sensible par un organisme de prévention du suicide. Puis il y avait quelques notes par-ci par-là sur certains dialogues, notamment, habituellement on ne doit pas dire suicidaire, mais c'est personne suicidaire, parce qu'on ne définit pas quelqu'un par ce qualificatif-là. Par contre, ça venait un petit peu débalancer notre titre. Donc on a dit ok, je comprends, mais merci. Mais sinon, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire, puis étrangement, on pensait vraiment se faire parler de ce sujet-là, puis avoir à débattre, puis c'est ça, en entrevue, de se faire vraiment challenger là-dessus. Mais au final, il n'y a personne, ou presque, qui nous en parle. Puis les gens qui nous en parlent, c'est plus des gens qui disent je suis allée voir le film avec mon adolescent, mon enfant, puis après ça, on a parlé de ce sujet-là, ou des gens qui m'ont dit c'est une thématique qui me touche personnellement, puis je trouve que ça fait du bien que ce soit traité comme ça, puis que ce soit pas moralisateur. Donc, c'est plus ça, mais c'est comme si on a réussi, je crois, à faire passer ce sujet-là d'une façon plus en filigrane, qui, oui, peut-être qu'on ne va pas au fond du débat qu'il y aurait, ou de la psychologie d'un personnage suicidaire, mais après, c'était pas ça notre objectif, c'était juste d'ouvrir un dialogue. Oui, puis en plus, on dirait que comme j'ai déjà dit dans l'ère où on vit des médias sociaux, où le contenu est de moins en moins contrôlé, où les jeunes ont accès de plus en plus à un peu n'importe quoi, on dirait que de prendre ce sujet-là et de l'aborder avec lumière et bienveillance, on dirait que contrairement à ce qu'on aurait pu penser a priori, qui était peut-être confrontant, mais finalement ça venait peut-être mettre une perspective plus humaniste et plus lumineuse à un sujet qui était peut-être plus sensible pour une autre génération, mais qui peut-être pour une plus jeune génération allait peut-être faire plutôt œuvre utile. Puis pour la petite histoire, le personnage de Paul, un peu au début du film, on avait flirté avec l'idée qu'il peut-être allait mourir à la fin du film. Puis notre conseillère à la scénarisation était comme c'est intéressant, mais comme est-ce que c'est vrai que c'est l'idée que vous avez envie de laisser quand les spectateurs vont quitter la salle? Est-ce que c'est avec cette énergie-là, ces sentiments-là que vous allez avoir envie qu'ils partent? Rapidement, les deux, on était comme non, on avait juste absolument c'est le contraire de ça. Exactement, fait qu'on avait un peu, on l'avait pas intellectualisé à ce moment-là, mais on avait un peu envie de dire que le suicide c'est un état et justement quelque chose de passager, donc d'aller vers ça, c'était plus intéressant pour nous. Donc non, c'est pas ça. Ok. Bon, j'avais plein d'autres questions pour vous, mais peut-être qu'on va passer la parole à la salle. S'il y a des gens qui ont des questions pour quelqu'un ici, vous pouvez y aller. Ouais, du coup, j'ai une question, un truc qui m'énerve avec tous les films québécois. Oui, les estis sous-titres. Parce que ça fait 20 minutes que vous parlez, puis on vous comprend, et puis il n'y a pas de traduction simultanée, vous ne travestissez pas pour parler en changeant votre accent. J'ai été voir le successeur, puis Marc-André Grondin, quand il est en France, il parle avec un accent français, il arrive au Québec,
il parle avec. Puis il n'y a pas de sous-titres. Tu vas voir des films sénégalais, quand tu parles en Wolof, naturellement, il y a des sous-titres, mais en français, il n'y en a pas. C'est comme si on ne parlait pas la même langue. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis qui valide ces sous-titres-là? Vraiment, les Québécois, ben, c'est ça, c'est pas. Je peux pas répondre parce que c'est. Je veux dire, j'ai pas été à la base de cette décision. Après, c'est plus une question de projection test, puis de gens qui ont dit ouais, on a compris 40% du film. Et on se dit bon, pourquoi pas, mais j'ai pas participé, aucun de vous a participé à cette décision-là, mais c'est vrai que, je sais pas, on parle la même langue, c'est la francophonie, ça c'est sûr, on a des expressions différentes, puis moi quand je regarde un film français, je comprends tout, mais quand je regarde un film français qui se passe en slang français, avec des expressions de jeunes d'aujourd'hui, ça se parle vite, je comprends pas nécessairement. Je sais pas, c'est une décision. Ah, merci, Jonathan, c'est super. Je suis distributeur, donc forcément c'est une décision qu'on a prise. Et je vous remercie pour votre question parce que en fait on a passé 3 mois à se poser la question. Et je pense que les gens du PIF le savent, le festival de film fantastique de Paris, parce que au plan du PIF, le film a été diffusé sans sous-titres. Et on a testé en fait, alors, ce que tu disais. En fait, il y a quand même beaucoup de gens qui disent ne pas comprendre peut-être une dizaine de phrases dans le film. Et c'est vrai que du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne sous-titre pas du tout? Ou est-ce qu'on prend la décision de tout sous-titrer? Et c'est vrai qu'en général, pour les films québécois, et je suis bien d'accord avec vous, on parle la même langue, il n'y a même pas de débat, mais on prend la décision de sous-titrer. Ils sont assez discrets, je pense, et je pense que les gens ne les lisent pas. Mais voilà, en tout cas, la décision a été prise de présenter le film comme ça. Mais je veux bien, on peut en débattre autant que vous voulez. On a posé la question à plein de gens, on a fait des tests et on s'est rendu compte que c'était mieux de le présenter comme ça. Par contre, on insiste, on veut absolument que les salles disent que c'est un film en VF. Et nous, ce qui est horrible, c'est que quand vous allez sur Allociné aujourd'hui, dans certaines villes, le film est présenté comme une VO et on a peur que ça fasse peur aux gens, tout simplement. Donc on insiste sur le fait qu'on veut que le film soit présenté comme une VF. Mais par contre, c'est vrai que c'est un débat. Nous, dans l'équipe, on y a passé des semaines entières avant de prendre cette décision. Voilà. En tout cas, je vous remercie parce que je pense que tous les distributeurs français sur les films québécois, Falcon Lake était sous-titré, la plupart des films québécois sont sous-titrés. Voilà. Mais ce qui était drôle, c'est qu'avec Falcon Lake, mes scènes avec l'autre acteur, lui, qui était français, lui, quand il parlait, il n'y avait pas de sous-titres. Moi, quand je parlais, il y avait des sous-titres. Je trouvais ça marrant, mais en fait, c'est une vraie question. En fait, parfois, on se dit peut-être qu'il faudrait sous-titrer les 10 phrases qui ne peuvent pas être comprises par quelqu'un qui habite en France. Mais finalement, on se dit, mais qui on est, nous, pour prendre la décision de ce qui est compris ou pas? Moi, clairement, à force de travailler sur les films québécois, je comprends tout. Donc, je suis un spectateur qui voudrait voir les films québécois sans sous-titres. Mais par contre, on se rend compte que la plupart des Français qui viennent en salle, ils ne comprennent pas tout. Et par exemple, la bande-annonce est très intéressante. On a diffusé la bande-annonce à des exploitants de salles de cinéma en décembre. Et en fait, le retour principal qu'on avait de la bande-annonce du film, c'est qu'on ne comprenait rien. Donc, c'est le genre de choses que voilà, on tient compte. Et je vous remercie énormément parce que c'est le genre de débat qu'on n'a jamais. Donc voilà, mais c'est surtout pas l'équipe qui a décidé ça, c'est nous, c'est notre travail. Et forcément, qu'il y ait quelque chose. Voilà, on ne fait pas ça par manque de respect pour le Québec, évidemment. Voilà. Parfaite réponse. Oui, voilà. Si je peux me permettre, à notre ami québécois, personnellement, je suis belge. Je ne sais pas si et vous savez, dans notre pays, on a 3 langues nationales. Et il y a surtout le flamand, donc le néerlandais. Et il faut savoir que, bon, évidemment, beaucoup de Belges flamands regardent de la télévision hollandaise,
Et beaucoup de films hollandais sont sous-titrés, alors que c'est la même langue. C'est uniquement une question d'accent. Donc même pas un problème d'expression et de termes différents. Donc, voilà. Et là, c'est plus habituel. Bon. Cela étant dit, il y a un truc qui m'a interpellé à la fin. C'était parce que j'ai mal interprété. Peut-être que bien, oui, justement, c'est la fin de vie. C'est pas très léger ce que je dis là, mais on voit la Françoise qui meurt. On est en plein débat en France sur l'euthanasie, la fin de vie. En fait, c'est très frais parce qu'il y a deux jeunes qui vivent avec ça. Est-ce que c'est voulu ou c'est un peu le hasard du scénario? Le fait d'aborder ce sujet-là, vous voulez dire? Si c'est un hasard d'aborder le sujet de... Si c'est voulu, effectivement, et le message que vous voulez passer ou pas, je ne sais pas. Oui, ben, c'est quand même différent un peu au Québec. Ça fait longtemps qu'il y a quelque chose d'un peu plus, de moins tabou en fait par rapport au suicide assisté en cas de fin de vie. Et nous, on se disait, en tant que vampire humaniste, c'est venu un peu... on s'est pas dit on veut parler de ce sujet-là, mais on s'est dit que ce serait le parfait moyen pour des gens qui sont condamnés à mourir de pouvoir offrir leur vie pour qu'eux soient capables de vivre. Donc, c'était comme de rendre la mort utile et le côté humaniste de Sacha et son côté vampire pouvaient être un peu réunis de cette façon-là en faisant du bien, en passant du temps. C'est comme un peu de l'accompagnement dans la mort. Et c'est un sujet très. C'est sûr que c'est très tabou, mais en même temps, on avait envie d'aller là. Puis on se disait que c'est un sujet très pertinent à aborder de nos jours. Et c'est ça. Mais fun fact, les Québécois, je sais pas si c'est fun, mais ça le mérite. Au Québec, on est la population qui utilise le plus le suicide assisté. L'aide médicale à mourir. Ah oui, c'est ça. Aide médicale à mourir. Oui, pas le. On est quand même conscient que c'est quelque chose que, dépendamment d'où, dans quelle culture le film est projeté, il y a une sensibilité différente par rapport à ce sujet-là. On ne l'a pas réfléchi en termes international, mais au Québec, c'est quand même quelque chose, il y a beaucoup de documentaires là-dessus. C'est un droit de pouvoir mettre fin à nos jours dans la dignité, en fait. Puis, c'est un investissement pardon, parce que je ramène toujours tout le scénario, mais c'est la quête de Paul aussi qui, justement, à défaut de trouver un sens à sa vie, voulait trouver un sens à sa mort. Donc, en embrassant, quand Sacha, mais embarque Paul, accepte d'embarquer Paul dans son plan, c'est un peu ça qui dit je suis quelqu'un de très créatif, on va trouver que je vais être un vampire créatif, puis donc il embarque dans cette quête d'aider les gens à trouver un sens à leur mort aussi. Donc, c'est un investissement parlant, c'est sans faire. Alors, déjà, merci pour ce film. Je voulais déjà commencer par dire que je trouvais ce film formidable et je suis très content que vous avez réussi à faire ce film et je vous assure que je vais emmener toute ma famille le voir. Alors, du coup, j'aurais deux questions, une pour vous. La première question serait quand vous avez recherché une identité visuelle pour le film, c'était quoi le truc principal qui vous est venu en tête? Et aussi, j'aurais une deuxième question pour vous, les deux acteurs. Alors, je suis désolé, c'est une question un peu basique, mais quand on vous a demandé de vous préparer pour le film, quand on vous a demandé de vous préparer, c'est quoi le truc principal que vous avez fait ensemble ou tout seul de votre côté? Voilà, merci. Merci pour tes questions.
Au niveau visuel, je dirais qu'il y a la référence du film Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch qui revenait souvent au niveau, vous l'avez vu, hein, vous avez reconnu la référence, au niveau décor et aussi maquillage et costume, parce que je me disais, je veux faire un film de vampire contemporain. Puis je trouvais que Jim Jarmusch, dans son film, il avait réussi à trouver la fine ligne entre le vampire avec la cape ou qui est très costumé et qui, je trouve, qui est un petit peu peut-être désuète, à part si tu fais une satire ou... mais quand même, les vampires peuvent se fondre dans la masse, mais ils ont quand même l'air un petit peu décalés. Donc, en tout cas, il y avait une référence visuelle dans ce film-là, clairement. Sinon, on a regardé, moi et le chef-op, on s'est mis à regarder beaucoup de films de vampires, des classiques, pas nécessairement pour faire pareil, mais pour s'en inspirer, parce que c'est quand même des références intéressantes et on voulait faire des clins d'œil. Et sinon, attends, j'avais quelque chose de très pertinent à dire. ça. Ah oui, puis il y avait l'idée que les cadres fixes, parce qu'on se disait, c'est un film qui traite beaucoup de la solitude, mais aussi de la connexion entre humains et vampires. Puis il y avait quelque chose dans les cadres fixes qui emprisonnait les personnages, puis le dynamisme de la mise en scène venait plus dans le mouvement, le déplacement des acteurs. Et il y avait aussi un rythme qu'on pouvait amener avec ça, puis on avait envie de s'amuser un peu dans les tableaux, quelque chose qui est plus tableau. C'est très clair ce que je dis, je me perds. Oui, c'est clair. Très clair. Il comprend. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'était le côté fixe et Jim Jarmusch. Merci. Sinon, pour répondre à ta question par rapport au travail d'équipe, je sais qu'on a eu énormément de répétitions, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire au Québec, je sais pas en France, comment, mais nous, on a eu cette chance de répéter. Surtout pour la scène juvénile. Surtout pour la scène juvénile pour les jeux de regard. C'était vraiment bien placé par rapport au son de la musique. Mais sinon, pour le reste, je serais contente à dire que ce qui plaisait à Ariane, c'était ce naturel de chimie, non-chimie qu'on avait entre Félix et moi. Et pour l'anecdote, et on avait toujours raconté, c'est qu'en audition, quand on s'est présenté, on avait une audition d'équipe. Et en fait, on se faisait la réplique, et Félix et moi, sans savoir, on s'est dit, on le su après, que c'était réciproque, que c'était vraiment nul en fait. Mais genre, on se donnait la réplique et il se passait absolument rien. Il n'y avait pas de magie. J'ai l'impression qu'on parlait à une boîte de carton. Ça fonctionnait vraiment pas du tout. Et moi, je me rappelle, je suis sortie de l'audition, j'ai pleuré, je pensais que j'avais complètement raté. Et en fait, Ariane, elle a fait c'est ça que je cherche. En fait, elle aimait ce décalage, cette drôle de relation, donc je pense qu'on n'avait pas tant à travailler après, parce que c'était juste naturel qu'on n'ait pas de chimie. On s'aime si pas. Je veux juste dire que ce moment-là d'audition, j'ai vu le ton de mon film naître sous mes yeux. Et des fois, tu fais des auditions, tu écris des scénarios, il y a des acteurs qui jouent des textes, puis tu fais ah, mais au fond, je suis plus sûre que c'est bon ce que j'ai écrit. C'est pas parce que l'acteur est pas bon, c'est pas parce que ton texte est pas bon, c'est que, des fois, oui, là, un ou l'autre, mais des fois, c'est juste qu'il n'y a pas cette connexion-là. Puis quand je vous ai vus ensemble,
j'ai fait, OK, il y avait tout. Il y avait j'avais l'impression d'assister à deux petits animaux effarouchés qui s'apprivoisent, qui ne savent pas trop comment faire. C'était malaisant, mais c'était touchant. Puis moi, je croyais que c'était du talent. C'était non. Oui, puis après, on a fait plein de répétitions, puis la chimie était là. J'ai été extrêmement surprise de savoir que vous aviez ressenti ça de cette façon-là. Moi, tout de suite, j'ai fait, OK, on les appelle, c'était un vendredi, je me souviens, puis là, il y avait une fin de semaine avant que les agences reçoivent les offres. Puis je me disais, mais si je change d'idée, j'ai pas de plan B, je ne pouvais plus imaginer mon film sans vous deux. Bref, vous êtes hot. Drop the mic. Dans la préparation, avec Ariane, j'avais senti en audition que le personnage était un peu neurodivergent. Puis non, c'est ça. Puis après ça, j'ai essayé de le jouer un peu comme ça. Puis je me suis dit, ça va être une proposition. Là, j'ai arrivé, Ariane m'a regardé, m'a fait, ouais. J'aime ça, mais peut-être un peu moins. Puis après ça, c'est ça, je suis complètement perdu dans mes affaires. J'avais vraiment de la difficulté à essayer de le ramener. C'est ça. En sortant de l'audition, je pensais que j'étais fier de ma proposition, mais je pensais que c'était pas ça. Puis au final, en faisant une audition pour une deuxième audition avec Sarah, justement, que c'est moyennement bien passé. Ariane, au début de l'audition, je me suis préparé, j'ai baissé mon jeu un peu, je suis vraiment parfait, là, ça va être la bonne chose. Mais en fait, refais ce que tu faisais à l'audition. Mais en fait, c'est que c'est très différent quand tu vois quelque chose à la caméra, puis on filmait les auditions. Puis j'ai vraiment été impressionnée par ton rôle de composition parce que c'est un rôle qui me stressait beaucoup à caster, Paul, parce que souvent les jeunes acteurs, on va plus avec leur énergie naturelle. Et j'avais passé en audition plein d'acteurs qui avaient quand même de l'expérience un peu. Et je trouvais tout le temps qu'il y avait quelque chose de formaté, puis que ça ressemblait jamais au personnage que j'avais imaginé. Puis toi, vraiment, tu es arrivé avec une proposition que je sentais que les deux, parce que c'est vrai qu'on l'a écrit comme étant neurodivergent, puis on dirait que tu avais compris le personnage, mais c'est vrai que j'ai été déstabilisée, parce que je me disais, oh, peut-être qu'il est un petit peu trop loin sur le spectre. Puis après, quand j'ai regardé les auditions, j'étais, ah non, mais c'est. Et quand je t'ai fait descendre, c'était moins ça. Donc, je te trouvais on point avec ta proposition de départ. Mais c'est vrai que ça t'a déstabilisé après quand j'ai dit, hey, finalement, c'était parfait, tu avais travaillé pendant 2 semaines. Mais en même temps, c'est pour ça que les répétitions en amont, ça a été vraiment la formule gagnante, parce qu'on a vraiment pu trouver le bon ton dans chaque scène au niveau du malaise, au niveau de la comédie, au niveau du drame. C'est ça la force aussi de nos scènes, c'est peut-être déjà le fun à lire le scénario, c'est que tu vas rire, puis la réplique d'après, tu vas être extrêmement malaisé, et la réplique d'après, tu vas vraiment voir, ok, on parle de la mort, on parle de suicide. Il y a vraiment comme une espèce de versatilité dans les émotions. Ouais. Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant, qui est en train de travailler en profondeur. C'est ça, le personnage de Paul aussi vient déstabiliser Sacha parce que c'est loin de le côté décomplexé par rapport à la mort, c'est pas ça que s'imaginait des humains, donc ça vient l'ébranler aussi dans ses convictions. Puis c'est un film où le défi était beaucoup sur le rythme, c'est un film de détails quand même, donc d'avoir la chance de le répéter ensemble, puis de trouver la musicalité des scènes, ça a été très bénéfique, puis même que en fait, on avait 29 jours de tournage, 47 lieux, donc il y a des scènes où on avait juste une prise
par plan, et dont au motel, je me souviens au motel, quand Paul il est ultra caffeiné, puis il dit à Sacha qu'il sait, il faut qu'il la transforme en vampire, etc. Ça, c'est un one take là, de chaque côté, c'est une prise parce qu'on n'avait pas d'autre temps pour la faire. Puis si on n'avait pas répété, ça aurait pu être une catastrophe. Ou avec d'autres acteurs, mais j'étais tellement fière à ce moment-là parce que je me disais, ah, ça marche, puis c'est une chance de pouvoir faire des scènes avec autant de dialogue, puis autant de jeux de ton, puis comment tu dis ça, de versatilité, d'émotion, en une prise. Chapeau. Je sais pas si c'est d'accord. Une dernière question que je suis. Bonsoir. Après, ça va aller plus vite parce qu'en fait, vous vous lancez sur un sujet et vous parlez tellement que vous avez déjà à moitié répondu à ma question. Mais c'est trop chouette, c'est super généreux de dire tout ça, c'est trop bien. Juste avant, j'avais juste une petite remarque, mais trop chouette, c'est qu'on parle beaucoup de teen movie depuis tout à l'heure et en fait, par le regardant, moi je pense pas du tout à un teen movie. Enfin, du coup, c'est super chouette. Alors, c'est peut-être dans une des catégories, mais enfin, du coup, je parle en particulier à vous deux. Vous avez bien réussi à, si on parle de teen movie, à pas du tout être dans les clichés ou à mettre le film bien au-delà de ça sur plein de sujets différents. Donc, c'est très chouette. Et pareil pour les deux personnages principaux, de pas trop définir leur relation, d'aller au-delà de juste une histoire d'amitié ou d'amour, on sait pas trop ce que c'est. Vraiment, merci pour ça, parce que c'est vraiment trop chouette à voir. Et du coup, ma question, c'était sur un peu le travail sur les personnages, sur la relation entre les deux personnages principaux, même au-delà. Est-ce qu'il y avait beaucoup de part d'improvisation, parce que du coup, voilà, il y a eu une répétition, tout ça. Est-ce qu'au final, c'était loin de ce que vous aviez imaginé en écrivant le scénario? Quelle est la part que les acteurs ont apportée et à quel moment vous étiez plus ferme sur tel ou tel aspect des personnages? Voilà, je suis là-dessus. Merci. Merci pour la question. Mais en fait, je vais répondre parce que c'est sûr que moi, en tant que co-scénariste, donc j'ai vraiment reçu le film comme toi en vrai. Puis j'étais vraiment fascinée à quel point c'était très près du scénario, très près de tout ce qu'on avait imaginé, mais en l'écrivant à quatre mains, vraiment, on a choisi chaque mot, chaque virgule ensemble, réfléchi, débattu, pourquoi se jouer les dialogues avec accessoires. Donc, en bout de ligne, plus le travail d'écriture avançait, plus moi je voyais que dans la tête d'Ariane, c'était tellement précis, même que des fois le matin elle se réveillait et elle était comme bon, cette nuit j'ai pas trop dormi, j'ai joué tout le film dans ma tête. Ça devenait tellement précis que quand j'ai vu le film pour la première fois, j'étais fascinée à quel point c'était très près, mais d'un autre côté, mes deux moments préférés du film, mes deux scènes préférées, c'est les deux seuls moments que j'ai pas écrits, soit la scène musicale, qui je pense est où il danse, c'est d'éclore un peu leur amour, puis une réplique de Sacha quand il lui demande sa dernière volonté, quand Paul demande à Sacha sa dernière volonté, le soleil. Donc, c'est vraiment comme si nos cerveaux étaient connectés. Moi, j'ai laissé aller, puis le travail s'est continué, puis les comédiens l'ont pris, puis l'ont juste incarné. Puis moi, je trouve qu'à tous les paliers de travail, que ce soit la musique, les décors, les costumes, les maquillages, tout a été bonifié là, sans jamais dénaturer. Donc, je pense que tout le monde a amené le meilleur qu'il pouvait amener, puis ça a donné ce que ça a donné. Mais c'était très près du scénario. Si on lisait le scénario là, vous verrez que c'est assez près. Et justement, je l'ai lu. Ok. Ouais. Il y avait quelqu'un. Ah oui, il voulait vraiment poser une question. On a une dernière question. Bonsoir, merci pour ce film et merci pour la façon dont il aborde les sujets qu'il aborde. Puisqu'on parle du travail des acteurs et de la direction, je voulais revenir à quelque chose que vous aviez cité au début,
Vous disiez que vous avez voulu montrer à Sarah plein de films de vampires pour la diriger comme ça. Et du coup, je voulais vous demander à tous les deux comment ça s'est passé. Voilà. Ouais, tantôt, je parlais du court-métrage que j'ai fait, puis, mais vous aussi, je vais en montrer des films de vampires. Je vous laisse répondre. Bon, il y a plusieurs films que Ariane m'a suggéré. A Girl Walks Alone at Night, ça j'avais vu aussi. Let the Right One In, le film de Jim Jarmusch aussi. Moi j'ai écouté Thirst, c'était pas une proposition à rendre, mais juste pour le plaisir. Mais sinon, un film qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est Ariane qui m'a montré. C'est Under the Skin de Jonathan Glazer. Principalement parce que c'est un rôle, c'est l'histoire d'un extraterrestre. Et moi, ça m'a vraiment aidé juste à voir comment on peut incarner un genre d'aura, un aura qui sort un peu de l'humain, qui est un peu étrange, décalé. Et Scarlett Johansson, qui joue cette extraterrestre, elle réussit vraiment par son langage corporel, par ses yeux, sa respiration, à vraiment incarner quelque chose qui sort de l'humain. Et moi, ça m'a vraiment aidé juste à comprendre un peu comment elle faisait à sa manière, mais d'essayer de capter un peu ce genre d'énergie décalée. Puis sinon, il y a aussi une scène dans ce film où elle mange un gâteau. Et dans ce film-là, les extraterrestres ne peuvent pas manger. Donc, elle se tue presque en mangeant un gâteau. Et c'est une référence directe à la scène de la poutine. Donc, c'est un hommage. Ouais. Ben oui, c'est ça. Non, mais les mêmes films, en fait, vraiment, ouais, ben non. Cool. Bonsoir. Merci pour ce film. C'était un super film. Je voulais vous poser une question par rapport au travail de la musique. Il y a un super taf. La musique m'a beaucoup fait penser à un moment à celle de Stranger Things. Est-ce que ça a été un hasard ou un clin d'œil? Celle de qui? Celle de la série Stranger Things. Ah, Stranger Things! Et ça, c'est le décalage France-Québec. Un hasard. Mais c'est vraiment une grande aventure. La musique de ce film-là, le Pierre Côté, qui est le compositeur musical, on a passé 3 semaines ensemble à son studio en campagne, puis c'est notre 4e projet ensemble. Il avait collaboré sur mes courts-métrages, puis je suis arrivée avec vraiment des contraintes. Je me disais justement pour écrire nos fameux documents de financement, c'était très intellectualisé ce que je voulais faire. Je me disais, bon, Sacha, donc je veux éviter cet instrument-là à tout prix. Après, je me disais, je vais aller chercher, je veux jouer sur les époques, je veux aller chercher des instruments avant qui rappellent plus le conte. Mais je veux jouer avec des synthés aussi pour amener le côté plus film de genre des années 90, des 2000. Puis c'est là-dessus que je joue aussi Stranger Things. Donc, mais à un moment, j'avais d'autres références. Moi, je pars l'écriture en faisant une grosse playlist. Puis là, après, j'arrive chargée musicalement. Playlist qui est disponible sur Spotify. Ah oui, disponible. Vampire Humaniste, cherche super, qu'on s'entend. 877 heures. Autant, mais très bonne aussi, je trouve. Parce que c'est tous mes goûts musicaux, puis c'est très éclectique, mais après, j'ai voulu comme cloisonner un petit peu ce que j'avais en tête, puis à un moment, la scène où Sacha mord Paul, qu'à un moment, je me suis dit, il me semble que ça fait Zelda Stranger Things un peu trop. Puis là, on a mis des cordes là-dedans, on a changé un petit peu la tonalité parce que c'est quelque chose de très à la mode, un peu, revenir avec ces tonalités-là. Puis c'est ça. Donc, oui et non. Ok, merci beaucoup. Okay.
s'arrête là. Merci beaucoup. Le film sort le 20 mars, donc vraiment parlez-en à tout le monde. Si vous aimez le film, parlez-en. Si vous n'aimez pas le film, dites-le pas. Ça, je vais passer à la